à toutes et à tous dans cette salle ainsi qu'en ligne. Donc avec Marie-Ange Bigorgne, nous allons vous présenter cette deuxième session. Donc Marie-Ange qui est professeure d'économie-gestion et moi-même Aurore Meffroy qui suis professeure d'histoire-géographie. Et nous vous proposons de poursuivre cette déclinaison des chocs géopolitiques évoqués depuis ce matin, qu'il s'agisse de la pandémie du Covid ou bien de la guerre en Ukraine ou encore des déséquilibres actuels au Proche-Orient avec notamment la question des Houthis, en prenant le large et en s'intéressant aux routes de la soie et aux routes maritimes, au cœur de ces nouveaux enjeux géopolitiques, et en se posant la question finalement de si on est face à un boulevard ou bien à une impasse. Pour en parler, nous avons trois panélistes avec nous. Donc Clément Boyon, bonjour. Vous êtes directeur service client chez Hapag-Lloyd, qui est donc un armateur au cœur des missions d'import-export et des chaînes d'approvisionnement de ces routes maritimes. Également, côté entreprise, Thierry Déo, bonjour. Donc, vous êtes président directeur général de Meridiam, qui est donc une banque d'investissement spécialisée dans le développement, l'opération et le financement d'infrastructures de transport. Et enfin, Philippe Lecor, vous êtes enseignant-chercheur, spécialiste des mondes chinois, de la puissance et de l'influence de la Chine dans le monde, affilié à l'ESSEC, et vous avez notamment publié l'offensive chinoise en Europe. Et donc l'enjeu pour nous, pour cette seconde session, c'est finalement d'interroger comment les acteurs dessinent des trajectoires d'adaptation dans ce contexte de rivalité entre États qui se joue également sur les mers. Cette question, elle est traitée dans nos programmes du secondaire à travers ce qu'on appelle un jalon donc spécifique sur les nouvelles routes de la soie, et on verra justement que ce n'est pas forcément un projet si bien ficelé que cela, et également en lien avec les grandes questions sur la mondialisation en terminale. Pour préparer donc cette session, nous allons articuler le temps de présentation de nos intervenants selon trois grands axes, en faisant tout d'abord un diagnostic des routes maritimes à l'échelle mondiale pour voir quelles recompositions sont à l'œuvre suite à ces différents chocs géopolitiques, avant de faire un focus sur ces nouvelles routes de la soie. 10 ans après ce projet pharaonique lancé par Xi Jinping, où en est-on et quels sont finalement aussi les investissements qui ont pu se faire ou non, et le positionnement notamment des acteurs. Et enfin, justement, les stratégies peut-être alternatives de ces acteurs pour conclure donc cette session. Dans un premier temps, s'il est possible de diffuser la première carte, s'il vous plaît. Je vous propose de faire un point sur les grandes routes maritimes mondiales, si ça s'affiche. Voilà, c'est celle-là. Merci beaucoup. Donc, cette carte, elle représente finalement ce qu'on appelle la maritimisation de l'économie, donc le fait que 90% des marchandises en volume passent donc par les mers. On vous soumet cette carte et ce qu'on vous demande, donc notamment à Clément Boyon et à Thierry Déo, c'est de nous dire finalement ce que ça vous évoque finalement en termes de points saillants par rapport à ces points de passage stratégiques qu'on évoque souvent en classe, peut-être aussi de nous illustrer concrètement quelles sont les recompositions à l'œuvre que vous voyez dans votre activité au quotidien. Donc Thierry Déo ou Clément Boyon. Est-ce qu'on peut nous afficher la carte devant ? Oui. C'est plus facile pour nous. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Voilà, d'abord, on n'est pas une banque d'investissement, mais un fonds d'investissement. J'aime bien préciser parce qu'une banque, c'est vraiment autre chose. Pour parler un peu de ces routes de la soie et peut-être mettre en perspective nos propres activités, donc on possède des actifs, notamment dans la logistique de transport essentiellement qui correspond à cette problématique, donc à la fois des aéroports, des ports, des routes et des voies ferrées et des trains dans un certain nombre de ces régions, avec aujourd'hui peut-être 2 ou 3 points saillants que je noterai où nous sommes très présents. C'est le corridor Moyen-Orient-Europe, en passant par la Turquie, en passant par la Jordanie et en la Grèce, la Bulgarie, et où là, en fait, on a un certain nombre d'infrastructures qui correspondent au type que je viens de décrire. On voit là un fort développement et
un besoin d'ailleurs de présence chinoise dans cette région. Ensuite, l'Afrique, où nous sommes aussi très présents, notamment à travers un certain nombre de ports, au Gabon, des ports exportateurs de minerais, ou en Mauritanie ou ailleurs. Là aussi, on a une forte croissance. Typiquement, ces actifs d'infrastructure ont été très sollicités pendant le Covid, paradoxalement. Et puis ensuite, les États-Unis, où aussi entre Miami, New York, nous avons un certain nombre de ports et d'aéroports qui continuent d'être très actifs, notamment pour les échanges commerciaux. Voilà, merci. Je vais m'arrêter là. Clément Boyon. Bonjour à tous, Clément Boyon, Hapag-Lloyd, compagnie maritime allemande, l'équivalent en fait de la CMA-CGM, un nom qui vous parle peut-être plus. Quand on voit cette carte, on se dit, pour quelqu'un qui travaille dans une compagnie maritime, c'est une carte très 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 simplifiée. Il y a 3 traits et 4 points. Le transport maritime, c'est évidemment beaucoup plus complexe. On a des centaines de ports dans le monde, voire des milliers, et chacun donne accès à tous les ports du monde via des connexions, des hubs, etc. Donc on a évidemment là quelques points saillants qui sont mis en avant, les routes principales et je dirais surtout les détroits. Et là, ça fait vraiment l'actualité, effectivement, notamment le détroit de Bab el-Mandeb dans la mer Rouge, enfin qui donne accès à la mer Rouge et au canal de Suez. Mais c'est la même chose avec le détroit de Gibraltar, le détroit de Malacca, le canal de Panama, le canal de Suez sont aussi comment on dit, point d'étranglement des chaînes mondiales. Et donc, merci d'avoir basculé sur cette slide que j'ai mis un petit peu de temps à préparer, parce que on est effectivement dans un monde post-Covid, c'est comme ça qu'on fait référence à la situation actuelle dans le monde maritime, dans lequel on est constamment surpris, dérangé, pris de court par des événements, qu'ils soient géopolitiques ou qu'ils soient aussi écologiques. On a évidemment les restrictions du Covid qui ont eu lieu depuis entre 2020 et 2022, donc qui donnaient qui crée extrêmement d'instabilité dans les manufactures et donc dans les ports chinois et les chaînes d'approvisionnement en sortie de Chine. Et puis ensuite, en 2021, on a un canal de Suez qui a été bloqué par un navire. Ça a fait la une de l'actualité. Ça a impacté les chaînes d'approvisionnement pendant des mois. En 2022, le conflit avec l'Ukraine, l'embargo sur la Russie, une recomposition un petit peu des flux. Au minimum, une incertitude dans les chaînes d'approvisionnement avec des stocks. Vous êtes peut-être allé faire des courses tout de suite, acheter du papier de toilette et des petits pois. Eh bien, les chaînes d'approvisionnement ont fait la même chose, les importateurs ont fait la même chose. Vite, on fait du stock parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, une guerre peut-être pas. Donc cette incertitude crée des mouvements, des perturbations. Ensuite, la sécheresse et les restrictions du canal de Panama l'année dernière, pour ceux qui connaissent un petit peu peut-être ou pas, le canal de Panama, il est alimenté par les eaux qui tombent sur les montagnes environnantes et qui descendent dans le lac. Et s'il n'y a pas assez de pluie pendant la saison des pluies, le lac n'a pas assez d'eau et donc le canal ne peut pas fonctionner à plein régime. Donc les bateaux doivent naviguer soit moins chargés. Donc là aussi, on impacte le transit des marchandises par cette région. Et puis finalement, depuis fin 2023, les attaques de navires dans la mer Rouge par les Houthis. Alors j'ai préparé cette slide en mois de juillet avant de partir en vacances. On pourrait même rajouter les événements qu'il y a eu au Bangladesh le mois dernier. Le pays a été bloqué complètement pendant quelques jours. Il n'y avait même pas d'internet. On pouvait personnellement nous-mêmes même pas contacter les collègues. Et puis depuis les semaines passées, on a aussi beaucoup de perturbations dans le domaine ferroviaire au Canada. Donc, vous voyez bien qu'on est constamment un petit peu sur le vif parce que tout ça crée énormément d'instabilité. On parle de ralentissement des rotations ou bien d'accélération des navires, ça a un coût. On annule les escales et puis finalement tout est désorganisé et tout est instable. Congestion
portuaire, fiabilité, etc. Et ceci a un coût. Ça a un coût sur les coûts directs, le carburant par exemple. Quand on contourne l'Afrique, au lieu de passer par la mer Rouge, on consomme beaucoup plus de carburant. Ça a un coût parce qu'ensuite tous les navires n'arrivent pas au même moment, aux mêmes endroits. Ils n'arrivent pas le jour prévu dans le port où ils devaient arriver. Et donc on crée de la congestion portuaire, etc. etc. Et surtout, je terminerai là-dessus, c'est le plus gros impact de toutes ces perturbations. C'est un déséquilibre de l'offre et la demande. Quand il y a perturbation, quand il y a risque, quand il y a une incertitude, on fait du stock tout de suite, on demande, ça crée un appel d'air. Et tout ce que je viens de vous montrer là a créé un appel d'air à chaque fois, à déséquilibrer l'offre et la demande. Et quand on déséquilibre l'offre et la demande, en général, ça fait monter les prix. Et donc, prix sur la supply chain, le coût et impact partiel sur l'inflation. Justement, pour réagir par rapport à ce que vous venez de dire, vous présentez les perturbations du transport maritime depuis un certain nombre d'années. Moi, je voulais faire réagir justement Monsieur Déo par rapport... Est-ce qu'il y a une corrélation entre les perturbations et votre activité, notamment liée à votre fonds d'investissement, votre intervention quelle corrélation, quelle incidence ça a pu avoir, s'il y en a eu justement? Il y en a forcément, parce que les infrastructures que nous exploitons dépendent un peu de ce commerce, mais il y a eu des opportunités et des perturbations. Si je prends par exemple le Gabon, qui est un port où Eramet exporte du manganèse. La demande et la qualité du manganèse du Gabon était tellement bonne et la demande si forte par rapport à l'électrification des voitures et tout ce qu'on veut derrière, que pendant le Covid, ça a été une activité décuplé de par le fait que beaucoup d'autres sites étaient plutôt encombrés et perturbés. Donc on a un peu tout, mais je dirais que le vrai sujet du risque géopolitique, nous on le voit de façon assez simple, c'est qu'on pense qu'il existe tout le temps. Et que la seule façon de le gérer, c'est d'abord de se projeter sur le très long terme, parce que c'est la seule façon, et c'est pour ça que chez Meridiam, on investit sur des problématiques à 25, 30, 50 ans, parce que c'est la seule façon d'amortir les chocs liés à ce type de risque. Donc il y aura des opportunités, il y aura des problèmes par rapport à tout ça, mais il faut la capacité finalement d'acquérir une certaine résilience dans ces infrastructures. Alors c'est à plusieurs niveaux, parce que dans ces risques-là, les risques sécuritaires sont aussi forts. Donc on protège depuis des années, mais encore plus maintenant, contre tous les risques terroristes, physiquement les infrastructures, et puis contre les risques climatiques, physiquement aussi les infrastructures doivent être protégées. Donc on a un certain nombre de risques permanents et croissants, au-delà des risques géopolitiques, et c'est lié d'ailleurs parce que le risque climatique ne fait qu'alimenter ce risque géopolitique en bien des façons. Et donc c'est plutôt cette vision, je dirais, je suis pas forcément serein, mais je suis obligé de l'être si je me projette à 20, 30 ans, plutôt que de gérer chaque situation comme si c'était la fin. Merci beaucoup. Et justement, par rapport à ces quelques perturbations qui sont mentionnées sur la carte, Monsieur Lecor, si on prend un petit peu maintenant le cas de la Chine, donc par rapport justement à la pandémie et la façon dont ça a perturbé les routes maritimes, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Écoutez, d'abord, merci pour l'invitation, ravi d'être ici. Ensuite, je suis content d'intervenir après des praticiens, parce que je crois qu'effectivement, il faut se garder de tout romantisme par rapport aux routes de la soie. C'est un concept qui a été inventé au 19e siècle, pas par des Chinois d'ailleurs, mais plutôt par des marchands, et même d'ailleurs, il y a eu d'autres définitions des routes de la soie avant, mais moi j'utilise plutôt l'appellation anglophone, Belt and Road, qui n'a pas tellement de caractère romantique. C'est la ceinture et la route, donc c'est clairement des routes terrestres qui à travers l'Asie centrale et la Russie, et puis des routes maritimes dont on vient de parler, avec différents corridors. Donc
Moi, je place, si vous voulez, le Belt and Road, qui n'est d'ailleurs pas une initiative, mais plutôt une stratégie, dans le cadre d'une stratégie globale de montée en puissance de la Chine. Pour moi, c'est un outil parmi d'autres, parmi des outils d'influence, disons, d'influence géoéconomique, d'influence financière. Et c'est une façon, d'ailleurs on en a parlé ce matin à différents égards, de démontrer un peu la géopolitisation du monde actuel, en grande partie définie par la rivalité sino-américaine. Donc si vous voulez, le Belt and Road, le BRI, disons, a été lancé il y a maintenant 11 ans. Au départ, ce que vous voyez sur la carte, au départ, c'était, on allait vers l'Europe. C'est-à-dire, il y avait une surcapacité chinoise. D'ailleurs, finalement, ça n'a pas tellement changé, hein, puisqu'on en parlait encore tout à l'heure. Hein, surcapacité pour les batteries, pour les panneaux solaires, bien sûr pour l'acier, pour l'aluminium, etc. Et finalement, la destination première de ces marchandises, c'était le marché européen. Et quand vous regardez les chiffres d'investissement chinois à l'étranger, ce qui est un des sujets que je suis depuis quelques années, eh bien en fait, les pays qui ne font pas partie du BRI sont largement en tête par rapport aux pays qui en font partie. Donc en fait, si vous voulez, vous avez cette liste de 150 pays que nous donne le gouvernement chinois. Et puis en fait, vous regardez les chiffres des FDI, IDE en français, et vous avez en tête, je pense à l'Europe en particulier, vous avez en tête le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, qui d'ailleurs avait été quelque temps membre du BRI. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire être membre du BRI? Ça veut dire signer un MOU, Memorandum of Understanding, et dire voilà, j'accepte de faire des projets avec la Chine. Moi, j'ai travaillé sur l'Italie, donc je suis allé beaucoup en Italie, et on m'a dit, sur les 33 projets qui ont été signés en 2019 entre la Chine et l'Italie, il y en a eu 3 ou 4 qui ont été réalisés, et encore, et pas les plus significatifs, notamment les projets portuaires à Gênes et à Trieste, ils n'ont pas pu fonctionner parce qu'il n'y avait pas la réciprocité côté chinois. Donc on voit bien que finalement, le sujet, c'est plus la Chine face au monde, la Chine et ses alliés, l'allié russe, l'allié iranien, l'allié nord-coréen, face à finalement le reste du monde et principalement le monde occidental. Ceci dit, si vous voulez, il est clair que Xi Jinping et ses collaborateurs ont eu une bonne idée en 2013 en mettant le doigt sur une énorme lacune qui est par rapport à la connectivité. Il est clair qu'il y a des tas de régions, je pense à l'Asie centrale où je suis allé aussi pas mal, où il y a d'énormes déserts qui finalement avaient besoin d'être reliés et qui n'ont pas été clairement investis suffisamment par la puissance russe, qui sert plus de puissance stratégique et militaire que de puissance économique. Mais donc la Chine a lancé ce concept, ce qui a permis aux autres, je pense aux États-Unis à travers le Build Back Better World, je pense à l'Europe par rapport au Global Gateway, je pense même à l'Inde par rapport au corridor Inde-Moyen-Orient qui a été annoncé l'année dernière et qui a évidemment été un peu secoué comme tant de choses par la guerre au Moyen-Orient, qui finalement permettent de stimuler un débat entre la Chine d'un côté et le reste du monde. Et puis finalement, on retrouve le débat sur le Sud par rapport au Nord, etc. Et la Chine qui se présente comme le défenseur des intérêts du Sud. Maintenant, l'Inde fait aussi partie du Sud, et l'Inde a lancé une alternative au BRI. Donc finalement, on est dans une recomposition du monde, et finalement, c'est une lutte pour l'influence. Pour moi, c'est ça les routes de la soie. Alors justement, avant d'aborder les alternatives dont vous parlez, l'Inde, l'Europe, les projets alternatifs, on peut revenir sur ce que vous proposez. Vous dites que oui, il y a d'autres objectifs. Au départ, l'objectif annoncé pour les nouvelles routes de la soie, c'est le développement du commerce extérieur chinois. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a quand même derrière d'autres objectifs peut-être plus politiques, le contrôle des approvisionnements par la Chine?
voilà, quel bilan vous pourriez nous tracer? Parce qu'il y a eu en octobre, hein, si je ne m'abuse, un forum qui s'est tenu à Pékin pour faire le bilan des nouvelles routes de la soie. Alors bien évidemment, quelques chiffres ont été annoncés par le président, mais on a quand même un certain silence sur les retombées économiques, tant pour la Chine que pour les partenaires. Et vous parliez justement notamment de la situation de l'Italie, où on peut lire aussi, hein, dans un certain nombre d'articles que par la création de son institution financière internationale, la Banque asiatique d'investissement, on a certains pays qui maintenant se sont endettés et deviennent dépendants de la Chine. Quel regard vous pouvez porter justement sur cette situation? Qui souhaite réagir? C'est vrai que c'était plutôt une guerre d'influence, hein, cette histoire de route de la soie. Je suis assez d'accord avec cette analyse, avec deux conséquences négatives assez fortes qui ne sont pas tout le temps discutées. L'une, c'est parce que finalement la Chine vient avec ses entreprises construire ses infrastructures. C'est un endettement de ces pays au-delà du raisonnable. Le FMI, en son temps, a même qualifié la dette chinoise de certains pays comme illégale, parce qu'insoutenable. Et aussi un comportement assez prédateur, finalement, de rachat d'infrastructures stratégiques. Donc ça, c'est arrivé... c'est arrivé chez EDP au Portugal, c'est arrivé au Pirée en Grèce, c'est arrivé, voilà, et puis c'est arrivé en Allemagne, dans la ville du chancelier. Donc il y a une volonté en même temps d'investir et de sécuriser l'accès à un certain nombre d'infrastructures assez stratégiques pour le commerce en Europe et ailleurs. Donc c'est vraiment les deux effets négatifs qu'on a pu observer par rapport à cette politique de route de la soie, ce qui a provoqué justement la réaction finalement de l'Union européenne et des États-Unis, donc avec le Global Gateway, avec le Blue Dot Network ou les JETP qu'on a passé à travers le G7 et le G20, mais à l'initiative américaine, pour aussi développer des corridors d'investissement et avec justement cette idée que plutôt que de dire ouvertement c'est pour contrer la Chine, on dit c'est pour faire du durable et du soutenable. Du soutenable financièrement parce que c'est moins de dettes publiques pour ces pays, et puis du soutenable parce que l'aspect environnement et social était complètement négligé dans l'approche chinoise, et donc l'aspect climat par exemple, a une forme particulièrement forte dans le Global Gateway européen, mais aussi au niveau du Blue Dot Network américain. Et c'est l'angle choisi par ces deux autres régions pour finalement contre-attaquer. Je vais raccrocher là-dessus en parlant 2 minutes des investissements portuaires. Est-ce qu'on peut afficher ma slide numéro 4, s'il vous plaît, de ma présentation, qui raccroche justement à ce que vient de dire Thierry, spécifiquement dans le maritime. La Chine, depuis au minimum 10 ans, effectivement, investit via 2 entreprises principales qui ont le nom de CMP et COSCO, qui sont des entreprises d'État, des entreprises publiques. L'une est vraiment une holding de terminaux portuaires. La seconde est une compagnie maritime concurrente directe de l'entreprise pour laquelle je travaille. Et via ces 2 entreprises, rentrent à l'actionnariat de terminaux portuaires en Europe. Donc là, vous avez uniquement 16. Il n'y a pas que 16 ports et 16 terminaux portuaires en Europe, évidemment. Mais vous avez ici l'exemple de 16 terminaux portuaires en Europe et en Méditerranée qui ont comme actionnaires partiel, comme un de leurs actionnaires, parfois minoritaire, parfois majoritaire, une entreprise d'État chinoise. Alors, ça serait facile en voyant ça de se dire mince, on tombe dans la parano, effectivement, et se dire ça y est, la Chine nous a envahis, la Chine contrôle nos ports, etc. J'aimerais donner un petit peu de perspective à cette peut-être pensée intuitive.
La première chose, c'est que déjà, sur 16 ports, il y en a 13 où c'est une participation minoritaire. Donc, quand on parle d'influence, de contrôle, etc., avec une participation minoritaire, on ne peut pas prendre de décision seul. La deuxième, c'est qu'ici, il n'y a que 16 ports. Il y en a beaucoup plus en Europe. Et que même dans le cas des 3 terminaux que vous voyez ici, où il y a une participation majoritaire, on est quand même dans une situation de concurrence. C'est-à-dire que, notamment à Zeebrugge et à Valence, on n'a pas que ce terminal-là, on a d'autres terminaux qui sont opérés par d'autres opérateurs, généralement européens. Donc, si jamais il y a blocage ou quoi que ce soit, qu'on pense à un risque qu'il pourrait y avoir, il y a quand même la concurrence qui fait son travail. Dans le cas, par contre, du Pirée, effectivement, c'est très emblématique. Et là, on ne parle pas d'un terminal portuaire, mais de tout le port, tous les quais, toutes les infrastructures. L'autorité portuaire du Pirée appartient à la Chine. Alors, effectivement, c'est ce qui arrive quand on vend les bijoux de famille, quand on n'a pas trop d'argent. Maintenant, encore une fois, pour prendre du recul, le Pirée n'est pas, en tout cas actuellement, une porte d'entrée maritime de l'Europe. C'est plutôt un hub de connexion, un hub de transbordement, et donc là, plutôt un investissement opérationnel stratégique pour la compagnie COSCO afin de faire arriver, décharger tous ces bateaux et puis transborder sur des navires plus petits pour approvisionner toute l'Europe. Et le dernier point pour prendre un peu de recul, c'est de se rappeler que oui, la Chine investit dans des terminaux et rentre à l'actionnariat de terminaux européens. Elle le fait aussi pour le monde entier, mais il y a plein d'autres entreprises, et notamment des entreprises européennes, qui investissent aussi et qui rentrent dans l'actionnariat de terminaux chinois. Donc l'inverse est aussi vrai. APM Terminals, la division terminale du groupe Maersk, est une des plus grandes entreprises de gestion de terminaux dans le monde et est bien sûr minoritaire dans un nombre de terminaux chinois. Donc voilà, pour donner un petit peu de perspective à ces investissements. Monsieur Lecor, je pense qu'il souhaiterait ajouter 2 mots. Oui, il y a 2 choses quand même, je pense, à souligner. D'une part, le Pirée n'était pas au départ une opération du BRI. Ça fait, si vous voulez, l'amitié, vous savez, les Chinois aiment bien les concepts, et donc il y a le concept de civilisation ancienne. Donc les Chinois, en 2004, quand il y a eu les Jeux Olympiques d'Athènes, ont décidé qu'ils allaient miser sur la Grèce parce que il y avait un côté civilisationnel, et donc ils ont publié des bouquins, ils ont fait des colloques, etc., pour comparer les penseurs grecs et les penseurs chinois. Bon, fallait y penser, c'était pas évident, mais bon, ça a donné un petit peu un sens. D'ailleurs, l'olympisme, dont on a beaucoup parlé ces temps-ci, évidemment, n'est pas non plus étranger à tout cela, mais à la démarche chinoise de se rapprocher d'un pays qui n'est évidemment pas un des plus grands pays de l'Europe, mais qui est un pays maritime, avec tous les aspects effectivement intéressants pour le commerce chinois, puisque essentiellement, comme le dit Clément, il s'agissait d'utiliser le Pirée, dont elle a pris petit à petit le contrôle, en 2016, mais au départ, elle n'avait qu'un terminal, pour recevoir les marchandises chinoises et éventuellement faire déplacer les marchandises d'un port vers l'autre. C'est ça l'avantage d'avoir des investissements dans chaque port européen. Par ailleurs, concernant le nord de l'Europe, je sais, pour avoir discuté avec pas mal de gouvernements aux Pays-Bas et en Belgique notamment, qu'il y a une véritable inquiétude, si vous voulez, de la mise en concurrence d'un port face à l'autre. C'est-à-dire que tous ces ports qui sont quand même assez proches, je pense au nord de l'Europe en particulier, eh bien, ils sont dans une situation finalement de dépendance des capitaux chinois. Donc, en fait, on en revient quand même à cette question d'influence, et ça explique aussi les mesures qui ont été prises, parce on parlait de ça ce matin, encore une fois, le de-risking par rapport à la Chine, parce qu'on ne peut pas se permettre, que ce soit dans le domaine des assurances, de l'industrie ou des infrastructures portuaires, d'être dépendant d'un pays comme la Chine. Enfin, peut-être pour ajouter 2 points là-dessus, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans la paranoïa, mais il faut être vigilant quand même. Enfin, d'une part... ces 2 entreprises sont des entreprises contrôlées par le gouvernement chinois. Ce n'est pas le cas d'APM.
Donc c'est pas, on n'est pas dans une situation réciproque par rapport à tout ça. Et puis au bout d'un moment, en fait, vous faites un métier compliqué où la concurrence est féroce, mais on sait très bien que les positions, une fois qu'elles sont prises, donne un certain avantage. Et notamment quand on est un actionnaire minoritaire, mais avec le capital et que les autres n'en ont pas, on a beaucoup plus d'influence qu'on ne veut bien le dire. Donc c'est pas juste une question de pourcentage, c'est une question de puissance financière, de capacité d'investissement, parce que ces ports ont besoin d'investissements supplémentaires, et qu'en général, le Pirée, c'est aussi comme ça que ça s'est fait. C'est que comme personne d'autre n'avait d'argent pour le faire, c'est les Chinois qui l'ont fait, puis ils ont tout eu. Donc, on était après la crise financière de 2008 et qu'effectivement, il y a plusieurs pays du sud de l'Europe, comme chacun sait, qui ont dû faire appel à la demande express de la Commission européenne à des bailleurs de fonds. Donc la Chine était la première à lever la main. Donc, ce que vous évoquez là, ça rejoint effectivement ce qu'on avait évoqué ce matin avec la question du positionnement de l'Europe dans le cadre de ces nouvelles rivalités et notamment de l'évolution des stratégies des acteurs. Je voudrais à présent vous interroger un petit peu justement sur ces alternatives, ces stratégies d'adaptation des acteurs dans l'entreprise, également peut-être aussi sur ces projets alternatifs, pourquoi pas régionaux, qui se proposent donc en regard de ces nouvelles routes de la soie. Qui souhaite intervenir? Monsieur Déo? Alors, peut-être parler un peu du Global Gateway, parce que qui pour l'instant entre nous est plus conceptuel que opérationnel. Parce qu'en Europe, on a... alors je ne vais pas faire trop de discours trop techniques, mais on était à 2 ans de la fin du MFF, c'est-à-dire le budget européen, et on annonce qu'on a 400 milliards pour le Global Gateway. Donc vous aurez bien compris que c'est le remoulinage budgétaire de lignes qu'on a récupérées ici ou là en expliquant qu'on a mis 400 milliards sur le Global Gateway. Alors, il y en a, mais il n'y a pas 400 milliards, ça c'est sûr. Et puis ensuite, il y a l'opérationnalisation du Global Gateway qui part sur une bonne intention, qui est vraiment de créer des partenariats entre l'Europe et finalement ces différents pays, avec un souci à la fois de véritable investissement, de non-prédation, un souci environnemental et climatique fort, et un souci de développement économique local très clair. Donc sur les principes vraiment exemplaire, et dans un souci de partenariat évidemment. Ce qui est en fait en creux, et on fait de l'anti-chinois, mais avec vraiment une exigence environnementale très très forte, mais qui met un certain temps à se mettre en place. Je garde un peu de réserve parce que la Commission m'a demandé de faire partie d'un groupe d'entreprises qui conseille la présidence de la Commission sur le sujet, mais j'avoue qu'en un an, j'ai pas vu beaucoup de progrès, malgré tous les conseils qu'on a pu donner. Mais bon, ça, c'est toujours, il faut toujours pousser la Commission dans le dos pour passer au mode opérationnel plutôt que de faire des process. Mais on va y arriver. En tout cas, l'ambition est forte, et évidemment, ça commence. Donc, il y a des projets qui sont sélectionnés, et il y a un travail en amont qui est fait en mobilisant ce qu'on appelle Team Europe, c'est-à-dire toutes les entreprises et institutions européennes, et en particulier la Banque européenne d'investissement pour son soutien, mais aussi la BERD et donc toutes les institutions financières, soit des pays membres, mais aussi européennes, pour vraiment aller vers ces pays et créer des partenariats avec un objectif. Alors il y a une certaine priorité sur l'Afrique au début, parce que l'Europe a aussi cette problématique de comment on devient un partenaire d'un continent en devenir, avec une population forte qui est très soumise aux contraintes climatiques. On en a parlé à la table ronde juste avant, où le stress hydrique fait que les mouvements de population sont nombreux, et que finalement l'Europe doit s'en occuper. Donc
vraiment une stratégie assez pragmatique et très claire, mais qui mérite d'être accélérée dans sa mise en œuvre. Les Américains ont été plus politiques, donc à la fois à travers le G7 et les fameux JETP, donc sélectionner des corridors où ils veulent investir massivement. C'est le cas en Afrique centrale, autour du Congo par exemple, avec évidemment dans l'idée les ressources qu'il y a dans ce pays gigantesque et magnifique, et puis aussi avec un angle très clair et qui ça est très chinois, parce que dans le Blue Dot Network, qui est une espèce de notation des projets pour leur soutenabilité, on parle moins environnement, on en parle quand même, que soutenabilité financière. Donc il y a un des critères que l'Europe n'a pas, qui est le critère qui permet d'évacuer les prêts d'État à État de la Chine aux pays partenaires, qui est celui de la soutenabilité financière de la dette. Donc voilà les deux initiatives. Et en Europe, je pense qu'il y a vraiment politiquement, notamment très poussé par la France, un enjeu et une envie, et ça devrait continuer, y compris avec la prochaine commission et le prochain budget européen, qui devrait être beaucoup plus ciblé là-dessus. Aux États-Unis, ça dépend beaucoup des présidences. Voilà, une présidence Trump n'a pas le même rapport à ce genre de choses qu'une présidence démocrate. Merci. Je souhaiterais justement peut-être rebondir. Vous avez parlé du projet européen et notamment l'Afrique qui serait destinataire de ce que j'ai pu dire, la moitié des fonds. On est dans une relation plus de partenariat, de gagnant-gagnant. Qu'est-ce que justement les partenaires, en tous les cas les membres de ce projet, ont à y gagner par rapport justement aux nouvelles routes chinoises? Qu'est-ce que ça, les nouvelles routes de la soie, qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que c'est vraiment une alternative, une sorte de défense, de protectionnisme, ou de mesures totalement autres, en se disant on ne fait pas partie de ces nouvelles routes de la soie, on n'a pas forcément envie, peu importe la raison, mais qu'est-ce que ça va apporter? D'abord, le partenariat n'est pas exclusif. Ils peuvent toujours continuer. Ceci dit, si vous regardez les pays africains, un bon nombre ont atteint un peu leurs limites en matière d'endettement vis-à-vis de la Chine. Enfin, d'endettement tout court, mais vis-à-vis de la Chine en particulier. Et donc, ils n'ont plus forcément le bilan pour continuer à obtenir des prêts chinois pour faire construire par des entreprises chinoises des infrastructures chez eux. D'ailleurs, ça a créé toute la problématique de l'utilisation des fameux SDR du FMI, mais qui sont toujours... ce qu'a proposé la France de donner 20% des droits de tirage spéciaux à ces pays. On est toujours à discuter de comment ils arrivent là, et puis tous les pays ne se sont pas engagés non plus à donner 20% des leurs. Donc ça n'a pas abouti. Et il y a un vrai sujet de surendettement sur ces pays africains. Et les solutions européennes sont plus des solutions d'abord où il y a de l'investissement privé de façon quasi systématique. Donc pas consolidé sur les bilans des États pour faire ces investissements. Une aide à la fois technique et financière, parce que le Global Gateway, pour vous donner un exemple assez concret, nous on a construit le BRT, donc le TCSP de Dakar, tout électrique. Ça n'a été possible d'un point de vue soutenabilité financière, évidemment avec un bénéfice environnemental fort, y compris pour régler la congestion à Dakar, parce qu'il y a eu une subvention de l'Europe via le Global Gateway. Voilà. Et donc, c'est aussi rendre possible et financièrement soutenable des investissements de décarbonation de l'économie de ces pays, et puis de construction de leur réseau logistique et de transport. La plupart des pays africains se sont urbanisés à vitesse rapide, ont des problèmes de congestion et de temps domicile-travail ingérables. Donc ils ont des urgences sur leurs infrastructures pour faire pour les biens et les personnes. Merci.
Vous vouliez peut-être réagir, Monsieur Boyan, je vous ai vu tout à l'heure. C'était sur parce que la question initiale d'Aurore était de savoir comment les entreprises réagissent et se réorganisent. Donc, je voulais donner un exemple. Est-ce qu'on peut revenir deux slides en arrière, s'il vous plaît? Les compagnies maritimes essayent de chercher, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était effectivement extrêmement perturbé comme marché. On ne peut pas prévoir. Tout à l'heure, ma confrère d'Air Liquide disait qu'on planifie, on liste les risques, on les mesure, et puis en fait, après, il faut juste rester agile. Ben oui, on fait exactement la même chose chez Hapag-Lloyd. Effectivement, on liste tout, on mesure, puis au bout d'un moment, on ne peut pas tout anticiper et tout faire. Donc, tout simplement, on reste agile, on s'assure qu'on ne prend pas des décisions. Évidemment qu'on a une vision à long terme, à 10, 15 ans, 20 ans, mais au quotidien, on ne prend pas des engagements à plus de 1 ou 2 ans en général. En tout cas, on essaye autant que se faire se peut. Alors, vous avez juste là pour rappeler l'organisation classique d'une route maritime. Vous voyez, une route maritime, c'est comme une ligne de bus. Ça passe par tous les arrêts, puis ça fait le tour, et ça fait une boucle comme ça. Et quand on est impacté par des événements écologiques comme des tempêtes ou tous les événements géopolitiques qu'on a listés tout à l'heure, toute votre ligne est impactée. Si vous êtes ralenti à un port parce qu'il y a de la congestion, c'est tous les suivants qui sont impactés. Tout le monde est en retard. Donc vous avez là un risque énorme qui en fait est partagé par toute la ligne, tous les ports et donc tous les exportateurs, tous les importateurs qui utilisent cette ligne. Slide suivante, s'il vous plaît. On a une initiative qui est lancée au mois de février par 2 compagnies. L'une d'entre elles est la mienne, qui se mettent ensemble et qui essayent d'appliquer un modèle qu'on n'a jamais vu dans les compagnies maritimes, mais qu'on voit partout. C'est le modèle de réseau en étoile. C'est le modèle qui est suivi par les compagnies aériennes qui ont des hubs et qui redistribuent ensuite avec des vols court courrier en local. C'est la même chose dans le transport ferroviaire, dans le transport routier, mais ça s'est jamais vu dans le maritime. Et donc on va essayer à partir de l'année prochaine de lancer ce modèle-là, tout simplement. Peu de ports, mais des gros ports, des hubs, et après des shuttles, donc des navettes dédiées entre les ports voisins. L'idée ici, c'est d'isoler le risque écologique, le risque de météo, le risque écologique, le risque géopolitique, de l'isoler. C'est-à-dire que si le port, par exemple, je dirais ici de Busan, si le port de Busan est congestionné, eh bien ça n'affectera que la navette entre Busan et Shanghai, par exemple. Donc voilà un exemple de stratégie pour s'adapter et isoler ces risques autant que faire se peut là aussi, et ne pas impacter toute la chaîne d'approvisionnement de tous ces importateurs, tous les exportateurs. On isole. Et dernière chose que je voudrais mentionner, un élément clé aussi de ce modèle est de contrôler les terminaux. C'est pour ça que j'avais mis ma slide numéro 4 en dernier, c'est parce que ici, les hubs, dans ce modèle-là, dans la coopération Gemini, c'est son nom, que Maersk et Hapag-Lloyd vont lancer, un élément central est de placer ces hubs dans des terminaux que l'on opère là où on a de l'actionnariat. Donc on voit ici tout l'enjeu pour les compagnies maritimes de contrôler ces terminaux. Si on contrôle son terminal, qu'on a une participation minoritaire, idéalement majoritaire, alors on peut décider quel navire a priorité sur l'autre, qui est-ce qui arrive. Toi, tu vas être servi en premier, même si tu es arrivé après, parce que tu es plus critique et qu'on a intérêt à que ça se fasse. Lorsque le terminal est un fournisseur, vous lui achetez, c'est le rapport de force, et puis vous bataillez avec les concurrents qui, eux aussi, ont des navires à faire accoster. Voilà, merci. Merci beaucoup. Avant de prendre un petit peu de temps pour des questions de la salle, je voudrais juste revenir sur ces projets donc alternatifs avec Philippe Lecor. Justement, tous ces projets, Global Gateway, le projet aussi indien, est-ce que finalement on a une collaboration entre ces différents corridors ou est-ce que tout cela se fait de manière assez incrémentale finalement ? Écoutez, c'est clair que depuis quelques années, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu la pandémie. On vient d'entendre des exemples concrets sur la façon dont ça a pu toucher non seulement les chaînes de production, mais aussi le transport maritime. On a deux grands conflits entre l'Ukraine et la Russie d'une part et au Moyen-Orient d'autre part, sans parler des Houthis en mer Rouge. Tout ça fait qu'il y a une polarisation, on peut dire. Quand
quand on voit que les porte-containers chinois, par exemple, ne sont pas touchés par les missiles des Houthis ou d'autres exemples, enfin, prouve bien que, si vous voulez, les Chinois et les Russes sont quand même un petit peu dans le même bateau, pardonnez-moi pour cet exemple mal choisi, mais très clairement, on est quand même dans une situation où la Chine est en train de se détacher de la communauté internationale. C'est pour ça que la mondialisation, certes, la Chine en fait partie, mais en même temps, il y a clairement un découplage qui est en train de s'organiser. La Chine a besoin d'exporter ses produits et a besoin de faire du commerce, clairement. C'est le seul moyen d'alimenter l'économie chinoise. En même temps, elle veut contrôler un certain nombre d'infrastructures pour pouvoir s'assurer de se prémunir contre les risques. Et la méthode de l'administration américaine actuelle, l'administration Biden, ça a été de renforcer les alliances avec les alliés de l'Amérique. Donc les alliés en Asie, le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, les Philippines de plus en plus, et puis en Europe, l'Union européenne, et puis bien sûr le Canada, etc. Et donc effectivement, le G7 apparaît de plus en plus comme un club de pays riches autour des États-Unis qui cherchent à contrer les initiatives chinoises. Le G20 apparaît de plus en plus comme une coquille vide, puisque le président chinois, par exemple, n'a pas participé au sommet du G20 à New Delhi parce qu'il était à New Delhi. Et en revanche, les BRICS, bon, qui maintenant sont 10, paraît-il, c'est un petit peu une sorte de moyen pour la Chine de reprendre un peu le leadership en faisant rentrer des membres, afin de diluer un petit peu le débat. Donc pour l'instant, je suis d'accord avec le fait que les contre-initiatives en matière d'infrastructure n'ont pas encore fait leurs preuves, mais elles ont le mérite d'exister. De même que l'administration Trump n'a pas eu 100% faux, pour employer des termes qui parlent à tout le monde, parce que finalement, les sanctions commerciales, bon, ça peut avoir... D'ailleurs, on voit bien qu'en Europe, on en impose aussi contre les véhicules électriques chinois. Et le commerce, c'est quand même ce qui est le nerf de la guerre. Et ça a permis aussi aux Européens de se réveiller sur ces sujets-là. Et le Belt and Road a permis aussi aux Occidentaux et d'une certaine manière aux Indiens de se réveiller et de comprendre que ces questions d'infrastructure sont essentielles parce que les choses vont vite et donc on ne peut pas laisser des pans entiers de la géographie mondiale isolés et non connectés avec le reste, avec les pays producteurs en particulier. Merci. On a l'impression justement, pour reprendre un peu ce que disait justement M. Boyon, donc il y a des entreprises qui à la base sont concurrentes, s'associent, développent des partenariats. On voit également aussi qu'on a des États qui vont développer également des projets communs. Tout ça pour faire face à la Chine. Non, pas seulement dans son cas, à tous les risques géopolitiques. Oui, oui. La Chine reste quand même l'atelier du monde essentiel. Hein. Oui. Voilà. Non, mais c'est vrai que, après, il ne faut pas non plus se focaliser que sur la Chine. Si on prend l'exemple de l'Afrique, il y a clairement un travail en commun entre les États-Unis et l'Union européenne et une collaboration à travers les initiatives c'est que quelque part, c'est pas que pour contrer la Chine, c'est que la Chine n'apportait pas forcément de solution. Parce que ce sont tous les pays à qui on a promis 100 milliards par an depuis la COP21 et à qui on n'a pas donné grand-chose pour transformer leur économie, la développer et en tout cas la développer de façon décarbonée. Parce qu'ils sont aussi contributeurs, même s'ils le sont beaucoup moins que les États-Unis, l'Europe ou la Chine au sujet climatique. Donc
Donc il y a aussi une volonté de gestion à long terme d'un risque géopolitique africain de la part des Européens et des États-Unis, au-delà de simplement contrer la Chine. C'est-à-dire qu'on a tous intérêt, après pour des raisons plus ou moins pratiques et cyniques, parce que personne n'a envie d'avoir des millions de réfugiés climatiques dont beaucoup périssent au milieu de la Méditerranée. Donc c'est quand même mieux d'investir dans ces pays pour développer leur économie le plus rapidement possible. Et les infrastructures, et notamment de transport qui favorisent le commerce, sont essentielles à ce type de développement. Merci beaucoup. On vous propose de prendre quelques questions du public. Oui, juste devant. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule. Sinon, c'est bon. Merci. Question très courte pour vous, pour Clément Boyon. Votre initiative, votre changement pour passer de l'autobus à l'étoile, si on l'a pas fait avant, c'est parce que ça coûte plus cher ou parce que ça paraît sinon, si tous les autres modes de transport on le faisait, pourquoi c'est beaucoup plus cher que donc c'est une réduction de risque, un arbitrage risque par rapport à coût ou Oui, il y a évidemment une composante de coût, puisque quand vous changez de bateau, quand vous faites un transbordement, il y a des coûts de terminaux, il y a des coûts de feeder. Des plus petits bateaux n'ont pas forcément le même coût unitaire que des plus gros. Maintenant, c'était aussi contre-intuitif, parce que historiquement, le transport maritime prenant du temps, chaque transbordement potentiellement ajoute du temps, et donc on essayait toujours de favoriser le service direct. C'est toujours ça, hein. On préfère toujours que sa marchandise, son conteneur aille directement sur un bateau à Shanghai, ça charge, ça arrive à Fos, voilà, il n'y a rien, c'est sur le bateau, ça va arriver. Et donc c'était un peu contre-intuitif de se dire effectivement on va rajouter 1-2 transbordements et ça sera plus fiable. Donc c'était pas valide. Mais aujourd'hui, avec les perturbations actuelles dans le marché, la fiabilité très faible des navires, on se dit que en fait, s'il y a 1 ou 2 transbordements, mais que tout se passe bien, ça sera peut-être plus rapide que d'avoir initialement un temps de transit de peut-être 30, 35, 40 jours, mais qui finalement se termine à 60 parce qu'il y a plein de retards le long de la chaîne. Bonjour, merci pour vos interventions. J'ai 2 questions. La première, y a-t-il des prises de participation des sociétés chinoises comme CMP ou Cosco dans les ports des États-Unis ? C'est ma première question. Et ma deuxième question, alors la première carte qu'on a vue sur les routes de la soie est très partielle parce qu'il me semble que Djibouti est une porte d'entrée des routes de la soie en Afrique et que la Chine est en train de construire un immense port à Cherchell, donc en Algérie, non loin d'Alger, quelque chose d'assez dantesque. Et quand on regarde la carte de l'Europe, et les prises de participation de Cosco et de CMP dans les ports européens, et qu'on se souvient que l'Union européenne finance à grands frais d'argent public l'interconnectivité des routes et des voies ferrées, je me demande si ces routes et ces voies ferrées s'arrêtent très loin des ports, ou si elles vont jusqu'au port, et dans ce cas-là, je ne vois pas comment on pourrait éviter un transbordement qui irait dans toute l'Europe. Donc que font nos dirigeants européens en termes géopolitiques, en termes de réflexion géopolitique, et comment des entreprises en Europe peuvent réagir vis-à-vis de ça, parce que là, on est en train d'ouvrir les portes très largement aux produits chinois, clairement. Quand on voit qu'on est en train de tout connecter à l'échelle européenne avec de l'argent public et qu'on vend une partie des ports à des sociétés chinoises qui sont, on le sait très bien, le faux nez du PCC, ça pose quand même question. Oui, juste un mot. Donc, sur les États-Unis, vous avez un mécanisme qui s'appelle le CFIUS, que vous connaissez, qui est un mécanisme de filtrage des investissements étrangers, qui est un petit peu opaque, mais qui permet en tout cas au gouvernement américain de bloquer ce genre d'investissement. Donc, il n'y a pas d'investissement, à ma connaissance, chinois, surtout de sociétés d'État chinoises aux États-Unis. En revanche, il y en a en Turquie, il y en a en Israël, il y en a dans pas mal, ironiquement, parce que la Chine n'a pas pris parti pour Israël dans le dernier conflit, mais bon, le business is business, donc la Chine est effectivement très présente dans le domaine portuaire sur tous les continents, à l'exception du continent nord-américain. Concernant Djibouti, vous savez aussi qu'il y a une base militaire, il y a la grande base militaire chinoise maritime qui est donc à Djibouti, et qui n'est pas là par hasard. Elle est là parce que d'une part, il y a une base navale américaine, une base navale française, tout le monde est un peu à Djibouti, et puis il y a derrière des pays comme l'Éthiopie en particulier, sur lequel la Chine a misé
labellisé en particulier, et qui est un des pays endettés, je crois. On peut dire que c'est pas une des grandes réussites du projet BRI. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'Européens? Le problème, c'est que les prises de participation par des sociétés d'État chinoises, elles se font avec l'accord des pays en question, qui finalement sont bien contents d'avoir du cash et d'avoir une présence chinoise, mais qui se traduit, comme je disais tout à l'heure, par une certaine prise d'influence aussi. Et ils se disent, tant que ce n'est pas une prise de contrôle d'un port, ça reste légitime et ça reste gérable. Maintenant, on sait qu'il y a ce problème de l'endettement. On n'a pas parlé du cas du Sri Lanka, le port d'Ambatota, qui a un bail de 99 ans. Et là, clairement, le gouvernement sri-lankais n'est pas capable de rembourser. Voilà. On a le cas de Gwadar au Pakistan, sur lequel on ne sait pas grand-chose, mais on connaît les liens extrêmement proches entre la Chine et le Pakistan pour des raisons évidentes géopolitiques, puisque c'est à côté de l'Inde. Là aussi, il y a eu des problèmes. C'est clairement une façon pour la Chine d'accéder à l'océan Indien et de rentrer en concurrence avec les ports indiens. Donc tout ça doit être surveillé de près. En même temps, on ne peut pas faire grand-chose si le Pakistan décide d'ouvrir un nouveau port en eau profonde à partir de Gwadar pour le gouvernement chinois, en fait. Enfin, peut-être sur la question des réseaux transeuropéens. Ça fait 25 ou 30 ans que l'Union européenne investit dedans, mais ça a eu des bénéfices pour l'Europe, au-delà du commerce avec la Chine. Parce que les Allemands, par exemple, pour déployer leur système d'usine avec l'Europe centrale, ont bénéficié, moi j'en ai construit quelques-unes de routes qui vont de la Pologne jusqu'en Allemagne, ont bénéficié de ces réseaux transeuropéens. Donc il y a eu quand même un vrai bénéfice. Après, la France a l'équivalent du CIFUS, au-delà de 5% de capital non européen, et ça couvre un certain nombre de secteurs, et particulièrement les infrastructures stratégiques en font partie, peut bloquer. Ces épisodes européens où il y a eu des participations un peu fortes, comme la Grèce était dans un état à la fois de gouvernance et financier particulier quand c'est arrivé, malheureusement. Et puis c'était aussi le moment où les Européens leur tapaient dessus plutôt que de les aider. Donc on aurait pu réagir autrement. Parce qu'on leur a dit vendez des actifs, mais on leur a pas dit vendez des actifs, mais pas aux Chinois. C'est pas. Donc voilà, on a une responsabilité, mais je pense que la prise de conscience européenne est réelle, et donc on devrait, enfin j'espère en tout cas, mais je pense que l'ancienne commission a ça dans son agenda. Donc comme on a la même présidente, on devrait garder, mais d'avoir un équivalent CIFUS beaucoup plus européen, surtout pour ces sujets. Après, le principe de subsidiarité étant tel en Europe, il va falloir choisir un peu les niveaux d'intervention de la Commission par rapport aux États membres pour ça, mais on y arrive. Et puis après, il faut aussi garder le fait que il faut continuer à commercer avec la Chine, mais il faut commercer équitablement. Donc il faut leur taper dessus avec les droits de douane quand ils sont en surcapacité et qui nous inondent, mais en même temps on a besoin de leur vendre des choses aussi. Donc il ne faut pas forcément tuer le commerce, mais il faut que le commerce soit équilibré et qu'on arrête d'être naïf sous prétexte de règles concurrentielles, accepter tout et n'importe quoi, alors que les autres se protègent. Voilà. Très bien. Une autre question ? Oui, si en effet votre modèle là, de réseau en étoile était inspiré par les hubs aériens, enfin, ça fait très longtemps en termes de transport terrestre de marchandises que ce modèle en étoile existe, ne serait-ce qu'en France. Et quelle est la part des investissements chinois dans, par exemple, d'autres formes de transport, tels que les aéroports ou justement les transports
terrestre de marchandises? Par exemple, en Grande-Bretagne, ils ont une grosse participation dans l'aéroport de Heathrow, une autre je crois que c'est 20%, une autre dans l'aéroport de Manchester. Et à un moment, si vous voulez, dans la grande vague d'investissement d'IDE qu'il y a eu dans les années 2010-2015, les aéroports faisaient partie des cibles chinoises avec les ports. Alors après, la politique a fait son œuvre, et notamment les relations entre le Royaume-Uni et la Chine, qui étaient excellentes en 2015, se sont dégradées, et la Golden Era s'est transformée, a eu un goût un peu amer, et le rapprochement évidemment de Londres, qui est un peu classique, avec Washington, a fait que certains de ces investissements ont été sans doute allégés côté chinois. La Chine devait également racheter des aéroports en Grèce, mais là, le gouvernement grec, sous l'influence notamment de l'Union européenne, a mis le holà et a dit, bon, voilà, ils ont le port du Pirée, qui est déjà je dirais la cheville ouvrière de ce grand pays maritime, donc on ne va pas leur donner en plus les aéroports. Donc, si vous voulez, c'est quand même... En Europe, on peut dire que les choses sont relativement quand même structurées maintenant. C'est vrai que cette présence dans les ports européens, cette présence chinoise est quand même un peu inquiétante quand on voit un peu cette carte. Mais sur tout un tas de sujets, certains d'entre vous se souviennent sûrement de l'aéroport de Toulouse, qui n'est pas quelque chose de spécialement glorieux pour le gouvernement français, puisque les actionnaires qui étaient des Chinois de Hong Kong ont plus ou moins disparu. Voilà. Et Madame Hydrac pourrait vous en parler mieux que moi, parce qu'elle a été présidente du conseil d'administration de cet aéroport. Donc voilà l'exemple type de choses qu'il ne faut pas faire. Quand on a le siège d'Airbus à Toulouse, on ne vend pas l'aéroport de Toulouse à un groupe étranger. Merci. Mais, voilà. On va devoir couper, désolé. Ceci dit, juste pour terminer, il y a quand même, ils utilisent des faux-nez, parce qu'il y a beaucoup de gérants européens qui prennent l'argent de CIC pour acheter des infrastructures et les contrôler. Donc il faut aussi faire attention à ça. Ce que ne permet pas le CIFUS, mais ce que permet quand même la réglementation européenne. Merci. Merci à tous les trois en tout cas pour ces éclairages sur cette question. Merci.